C'est aussi un thème sur lequel on est nombreux, notamment dans la revue Alsic, à avoir publié des articles que je citerai au fur et à mesure. Donc voilà le plan de ce que je vais faire. Je vais d'abord indiquer quel statut a cette conférence. Et puis je donnerai beaucoup d'exemples en fait. Hein. Je pense que pour ce genre de conférence en webinaire, euh, ce serait plus difficile de faire un truc très, très théorique. Donc je donnerai beaucoup d'exemples, notamment certains exemples qui peuvent paraître un peu contre-intuitifs. Euh, voilà. Donc vous voyez le plan. Donc en termes méthodologiques, donc cette conférence est un exposé basé sur des travaux antérieurs, mais pas seulement les miens. Hein, des travaux, donc voilà, j'ai cité les collègues australiennes Anna Edenoy, Christian Olivier. Alors j'ai pas mis ici le livre de Olivier Puren 2011 parce que je tire l'exemple de Olivier 2007. Un article en ligne dans la revue canadienne d'apprentissage avec les technologies de Jean Emangenot, Castello dans la même revue, et Algerbi. Non, finalement, je ne traiterai pas ça parce que je n'aurai pas le temps. Voilà. Donc la question globale que je pose, d'une façon donc un petit peu méta, parce que je vais faire répondre différents auteurs à cette question, c'est dans quelle mesure le web social permet de sortir des murs de la classe. Alors cette expression sortir des murs de la classe est assez connue. Je pense qu'elle remonte au moins à Célestin Freinet avec son imprimerie. Mais en tout cas, elle est utilisée notamment par Dejean et Nissen, par moi-même, je crois aussi, dans la revue Recherche et application dirigée par Olivier Puren. Voilà, ce numéro de revue. Alors j'ai vu avec plaisir hier ou avant-hier en préparant cette conférence que ce numéro était disponible en ligne, ce qui est une fort bonne chose. Voilà, alors très rapidement quelques définitions et hypothèses. Donc vous voyez la définition classique hein, que je donne du web social, c'est une dimension de partage entre internautes. Pour moi, selon moi, existait dès les débuts d'Internet, mais a pris de l'ampleur avec les possibilités technologiques qu'a apporté le Web 2.0. Donc, une hypothèse qu'on retrouve chez beaucoup d'auteurs, c'est l'idée, et c'est notamment discuté par plusieurs auteurs dans le numéro de recherche et application que je viens de citer, notamment de Jean et Nissen, et puis si je ne me trompe pas, à la fin du numéro, Henri Portine, et puis moi-même. Donc l'idée qu'il y aurait une adéquation entre la perspective actionnelle et le fait de travailler sur le web social. Là, je m'autocite en disant Internet offre des occasions d'agir au sein de genres sociaux d'activité, entre normes et espaces de liberté. Voilà. Alors, un exemple tout de suite, un exemple un peu emblématique, c'est un exemple que j'ai souvent montré lors de conférences que j'ai faites, et ça m'a amusé de voir que des collègues n'étaient pas du tout orientés vers les technologies, ont trouvé cet exemple comme en parfaite adéquation avec, enfin, ont trouvé que ce qu'on faisait avec Internet dans le cas du Web 2.0 était en parfaite adéquation avec le CE-CRL. Alors l'exemple que je donne toujours, c'est des étudiantes en 2011, donc déjà il y a 2011, ça fait quoi? Ça fait 6, 7 ans, 7 ans, avait publié donc avait fait une tâche où il s'agissait de publier une critique gastronomique sur le site TripAdvisor. Et donc, ça c'est moi qui parle. Faire cela, c'est bien s'exprimer en tant qu'acteur social donc là, acteur social, je prends le terme bien sûr au CECRL, dans un domaine d'action particulier, aller au restaurant, un environnement donné, le web, un but défini, donner son avis sur un restaurant et un produit en particulier. Alors, je suis allé, en préparant cette conférence, je suis allé voir sur le site TripAdvisor et j'ai encore, 7 ans plus tard, j'ai encore retrouvé les 3 critiques que vous voyez sur l'écran. Vous ne devez pas pouvoir les lire, mais c'est pas grave. L'important, c'est de savoir que c'est ces 3 critiques rédigées par des étudiantes lettonnes, de Riga, donc, en communication, en télécollaboration avec les étudiants de Master FLE de Grenoble.
Et donc, ce qu'il est important de savoir, évidemment, c'est qu'à l'époque, il n'y avait aucune critique de restaurant de Riga sur TripAdvisor, en français, sur TripAdvisor. Et donc, les trois que vous voyez là, c'était les trois premières. Et du coup, ça, on avait un sentiment vraiment d'utilité. On se disait, un touriste français qui est à Riga va vraiment pouvoir utiliser ça. Alors, voilà, je vous fais voir la manière, ce que vous voyez là sur l'écran, c'est la manière dont les étudiantes de Master 2 de Grenoble ont, ont rédigé la tâche, ont rédigé les consignes. Donc, ce qui est important de voir, alors d'une part, elles justifient leur tâche en disant, de cette façon, les voyageurs sauront quel restaurant choisir à leur arrivée. Donc, elles insistent là, en faisant ça, elles insistent sur la plausibilité de la tâche. C'était dans un article des Français dans le Monde avec Frédéric Pénila que nous parlions de plausibilité ou quelque chose d'équivalent. Donc, vous voyez, la tâche est découpée en étapes très précises. On fait d'abord regarder comment sont faites les critiques de TripAdvisor en prenant l'exemple de deux restaurants de Grenoble. Ensuite, voilà, j'espère que vous pouvez lire, mais si vous ne pouvez pas, sachez simplement que c'est une série d'étapes très précises, parmi lesquelles il y a la correction d'ébauche de critiques gastronomiques, donc la correction par les tutrices de Grenoble. Alors, là, pour moi, c'est une tâche réussie au sens de la perspective actionnelle. Comme je l'ai dit, donc les descriptions étaient inexistantes à l'époque. Ensuite, donc les trois critiques sont présentes sur TripAdvisor et ils sont encore 7 ans plus tard. Elles ont reçu des likes, des appréciations par les internautes. Donc voilà, j'insiste donc sur le scénario, sur la façon dont la tâche est rédigée, j'y reviendrai en conclusion, qui insiste bien sur le contexte, sur l'enjeu. L'enjeu, c'est que des gens aient l'occasion d'être plus contents de leur séjour à Riga en allant manger dans un bon restaurant, propose des pré-tâches et un accompagnement. Alors j'arrive maintenant à une série d'autres exemples qui sont plus mitigés, notamment le premier. Donc d'autres exemples d'échanges que je n'ai pas pris au hasard, bien sûr, je les ai pris parce que l'ensemble de ces exemples forment un peu un panorama de ce qu'on peut faire avec le web social. Donc je vous laisse lire. Alors, Anna et Denoy, c'est un article qui se trouve en ligne sur la revue Language Learning and Technology. Bon, c'est une chose bien connue, donc je vais passer vite. Donc, c'est 4 étudiantes de FLE. Enfin, ce sont des étudiantes de FLE qu'elles ont envoyées sur le journal Le Monde, sans beaucoup de travail préparatoire, si j'ai bien compris. Et alors, ce qui est intéressant surtout, c'est de voir comment 2 étudiantes réussissent à s'intégrer dans ce milieu social, pour reprendre l'expression, comment 2 étudiantes ont réussi à s'intégrer à peu près, et 2 autres, par contre, ont essuyé des remarques à la limite de la politesse. Alors voilà, donc les deux qui n'ont pas été vraiment acceptés dans le milieu, elles se sont présentées d'abord comme des apprenantes de français, et non pas comme des personnes ayant envie de discuter dans le forum, ce pourquoi le forum est fait en fait. Donc voilà, donc vous avez les deux messages des 2 participantes. La réaction des internautes qui fréquentent le forum du Monde ont dit, messieurs les Anglais, tirez les premiers. Bon, si vous désirez parler de n'importe quel sujet, la vache folle, l'évolution de la monarchie dans votre pays ou la construction européenne, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est une façon de dire, rentrez dans le vif du sujet, discutez sur les sujets du forum, mais vous n'êtes pas là pour pratiquer le français. Les 2 autres étudiants, je crois que c'est un garçon et une fille, donc répondent d'abord, déjà, ils n'ouvrent pas un fil de discussion, mais ils répondent à un fil d'existence, qui est une manière quelque part plus modeste de rentrer dans la discussion.
Voilà, je vous laisse lire ce qu'ils ont écrit. Et puis, il y a une des deux qui demande, au fond, est-ce que ce forum est ouvert ou fermé? Est-ce qu'on s'intéresse aux grandes et mauvaises américaines qui sont en train d'apprendre le français? Bon, gna gna gna. Et un internaute répond, bonjour Laura, oui, vous êtes tout à fait la bienvenue, y compris en particulier pour votre réponse à Steve. Le forum est ouvert à tous. Bon. Et une petite remarque intéressante au point de vue civilisationnel, donc, voilà, je vous laisse lire. Alors, voici les commentaires. Donc, les commentaires, l'interprétation que Anna et Denoy font de cet épisode. Voilà, la discussion électronique infléchit et est infléchie par des attentes culturelles et génériques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un forum du monde, on est là pour discuter des sujets politiques, on n'est pas là pour pratiquer le français. Donc, il faudrait sensibiliser les étudiants et leur montrer qu'ils s'engagent dans des pratiques culturelles. Un autre exemple qui est bien connu aussi, parce que Christian Olivier avait fait ça il y a déjà plus de 10 ans. Je ne cite pas, il en reparle bien sûr dans le livre qu'il a écrit avec Puren, mais là je cite quelque chose qui était plus proche dans le temps de l'expérience. Donc il était enseignant de FLE à Salzbourg en Autriche, et il a demandé à ses étudiants de faire rédiger des articles pour Wikipédia sur des villages autrichiens, sur leur village autrichien d'ailleurs, parce que souvent les étudiants venaient de la province, qui n'était pas encore dans l'encyclopédie. Donc, typiquement, il se plaçait dans une perspective, contrairement à Anna et Denoy, où on ne peut pas dire que c'était une pédagogie de projet. Là, on est typiquement dans une pédagogie de projet. On fait écrire, on soumet, on reçoit des critiques de Wikipédia qui reprochent à certains étudiants de trop manier les termes laudatifs et qui rappellent aux étudiants que l'encyclopédie, c'est une écriture neutre normalement. Alors voilà par un exemple de réalisation qui, là aussi, vous le trouvez toujours sur Wikipédia et on voit qu'on est bien, en tout cas au niveau graphique et tout ça, on est bien dans le format. Et donc Olivier, en commentaire à cet exemple, à cette pratique, a noté qu'il y avait plus de précision, d'attention dans l'écriture de ces apprenants, qu'ils étaient conscients qu'on était au sein d'interactions sociales réelles, et surtout à une modification du rapport enseignant-apprenant. Bon, l'enseignant n'est plus le destinataire final des productions. Il est expert et personne ressource. Et ce n'est pas l'enseignant. Ce qui est intéressant, c'est que les critères d'évaluation aussi, bon, ce n'est pas l'enseignant qui fixe, c'est un peu peut-être exagéré, mais en tout cas, au premier niveau, c'est pas lui. Mais l'encyclopédie, donc, qui va dire, par exemple, si la production envoyée est bien dans le genre ou non. Alors, le dernier exemple que je vais citer est un peu différent. On n'est pas vraiment en FLE, là, on est dans les cours municipaux d'adultes de la ville de Paris, avec des apprenants en 4e et 5e année d'alphabétisation. Oui, je précise que cet exemple, donc, fait l'objet d'un article dans la revue canadienne d'apprentissage et des technologies, et donc vous le retrouverez facilement en ligne, il n'y a pas de... c'est ouvert. Donc, c'est une recherche de terrain qui a débouché aussi. C'est aussi une thèse, Castello 2016, mais je vous conseille plutôt de lire l'article, ça va plus, c'est plus court et ça synthétise bien la thèse. Donc, la question qu'elle se pose, c'est est-ce que le net participatif, elle appelle ça comme ça, peut être intéressant dans la perspective d'un public post-alpha, c'est-à-dire un public qui sait s'exprimer, qui sait lire, mais qui a de grandes difficultés à l'écrit et qui a aussi un certain électronisme, c'est un terme qui a été employé par certains pour qualifier le fait de ne pas savoir maîtriser les technologies. Donc elle a fait porter son observation sur 44 apprenants dans 5 cours différents, et dans chaque cours, elle a fait 3 séances de 2 heures. Alors, voilà, elle a fait des entretiens avec 30 des 44 apprenants et elle a examiné leur production. Alors voilà un exemple d'interaction d'une apprenante de 25 ans avec le web social, donc, qui montre bien qu'il y a un véritable engagement. Je vous laisse lire.
Donc ce texte que vous voyez là, cette question que vous voyez là, a été produite évidemment en classe, avec un fort encadrement pédagogique. Le texte a été toiletté avec l'aide des deux personnes qui étaient présentes. En gros, il y avait 10 étudiants qui travaillaient avec d'une part leur prof et d'autre part la doctorante. Donc il y avait deux experts pour 10 personnes. On est un peu dans la même perspective que Christian Olivier, c'est-à-dire on écrit pour le web social et en même temps on est accompagné par par des enseignants. Et donc ce message-là a obtenu 9 réponses le jour même. Alors vous imaginez, c'est ce que décrit Edna Castello dans sa thèse, vous imaginez donc la fierté de l'apprenante qui a réussi donc à susciter 9 réponses. Voilà. Une autre, alors dans le même exemple, je vais pas donner beaucoup d'autres exemples, mais une autre apprenante, par exemple, fait état d'un problème de harcèlement que subirait un de ses enfants, elle aussi des tas de conseils des internautes tout venant. Donc voici la revue. Pour que vous puissiez la retrouver, il suffit de taper donc l'acronyme CJLT ou RCAT. C'est la version française et la version anglaise. Alors, je terminerai mes exemples par une exploitation du web social où le résultat a été quelque part plus étonnant. Donc, ce sont des tâches qui ont été données dans le cadre d'une télécollaboration, donc comme la première, comme celle de TripAdvisor, donc des étudiants de Master FLE deuxième année de Grenoble qui proposent des tâches et ensuite les accompagnent à des apprenants lettons. Enfin, selon les années, on avait des lettons, des chypriotes ces dernières années, mais on a eu des japonais, on a eu des australiens, etc. C'est un projet qui court depuis 2002 et que j'avais d'ailleurs commencé à Besançon. Alors, là, concrètement, dans l'exemple que je vais donner, les étudiantes, il y avait 14 étudiantes de Master 2 FLE, donc c'était mon cours de technologie en Master 2, qui concevaient des tâches, voilà, pour des apprenants de Riga et de Nicosie. Nous avons écrit nous avons fait une étude, Charlotte Dejean et moi-même, en prenant d'abord toutes les tâches qui avaient été réalisées dans le semestre, c'est-à-dire 60. Il y avait une tâche par semaine, hein, et puis il y avait donc les 14 étudiantes étaient divisées en 7 binômes, donc 60 tâches, et il y en a 20 qu'on a considérées, selon les critères déjà évoqués, qu'on a considérées comme des tâches potentiellement Web 2.0. Alors, ce qui nous a beaucoup surpris lors de la première analyse des tâches et des productions auxquelles les tâches ont donné lieu, c'est que, contrairement à ce à quoi on aurait pu s'attendre, aucune n'a suscité d'échange entre les apprenants et le monde extérieur. On n'est donc pas vraiment sorti on est sorti des murs de la classe, mais pas pour y communiquer. Et seulement une partie d'entre elles, un peu plus de la moitié, donc, a donné lieu à une diffusion. Donc, quand je dis il y a une diffusion, il n'y a pas d'échange, ça veut dire que le résultat de la tâche se trouve sur la toile, on peut y accéder, mais aucun internaute n'a interagi avec cette tâche. Donc, on a voulu voir pourquoi ce semi-échec. Les étudiantes étaient elles-mêmes assez étonnées. Je vous montrerai tout à l'heure des extraits de synthèse réflexive qui montrent que les étudiantes ont été assez étonnées du semi-échec de ces tâches Web 2.0. Oui, ce qui avait amené au fait les étudiantes de master à proposer des tâches de Web 2.0, c'était qu'il y avait un cours sur les réseaux sociaux, hein, en dehors du cours de télécollaboration. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas eu diffusion d'abord? Pour le cas où le produit de la tâche n'a même pas été mis sur Internet, donc c'est ce qu'on appelle la diffusion. Ben, il y avait des sites qui étaient plus accessibles. Par exemple, les étudiants avaient proposé une tâche, ils avaient trouvé un forum avec une discussion sur la baisse des subventions Erasmus, ce truc comme ça. Et le forum n'était plus accessible au moment où les étudiants ont réalisé la tâche 2 semaines après la conception. Il y a un binôme d'étudiants qui a carrément oublié qui avait fait un bref
bref, c'est une espèce de genre social sur le web, qui a tout simplement oublié de le mettre en ligne. Un autre facteur, c'était le rythme très rapide, puisqu'il y avait des tâches, il y avait une tâche à faire chaque semaine, et les tutrices devaient aussi corriger, donc il y avait trop de choses à faire, et du coup, les étudiants n'ont pas jugé important d'aller jusqu'au bout de la diffusion. Et puis, il y a les outils de diffusion qui ont été utilisés, Prezi, SlideShare, VoiceThread. Bon, c'est des outils qui permettent bien sûr de faire des jolies productions sur Internet, mais ensuite, qui va les lire? Je vous cite là ce que dit Michel Bézard du CNDP. C'est un texte qui date déjà de 98, il y a 20 ans donc, mais qui disait déjà « L'idée que les travaux d'élèves mis en ligne sur Internet sont accessibles au monde entier n'est pas contestable en elle-même, mais mérite d'être examinée d'un point de vue éditorial, ne serait-ce que pour éviter les prochaines désillusions chez les jeunes auteurs. » Bon, il est difficile de passer sous silence la part de simulation que recèle une publication sur Internet dans une école, ou de laisser croire aux élèves que chaque page web jetée au vent retombera fatalement sous les yeux d'un lecteur disponible. J'aime bien cet extrait parce que ça relativise un peu quand même l'intérêt du web social. Il y a aussi une tâche où il s'agissait de faire une BD, Burst dessinée. Le site est extrêmement facile d'utilisation et on peut exporter ces BD. On peut soit les publier sur le site, il n'y a pas de modération a priori, donc on est sûr d'être publié. On peut être après, pas rester, mais là, le binôme, les étudiantes qui ont fait ces bursts dessinés ont préféré les copier-coller dans Moodle, qui était la plateforme avec laquelle elles communiquaient avec les tutrices, plutôt que de les mettre en ligne. Ensuite, il y a un dernier facteur important, c'est l'accompagnement plus ou moins précis, et ça, je vous renvoie au premier exemple de TripAdvisor, où là, il y avait vraiment un accompagnement très précis, et où la tâche a été publiée et likée. Voilà, je vous laisse lire ces deux extraits de synthèse réflexive des tutrices. Donc, voilà, le vote dont il est question dans le premier, les tutrices avaient fait voter les étudiantes pour savoir quel était le meilleur bref. Mais voilà, ça n'a pas été publié. Et la deuxième citation, donc, c'est une étudiante de Master 2 donc, qui exprime ses doutes. Le Web 2.0 intéresse-t-il vraiment les apprenants? Il semble que leur intérêt était plutôt de nous montrer leur production en tant que tutrice francophone, plutôt que de publier celle-ci sur un site Internet. Alors, je trouve que c'est très juste et on trouve souvent ça dans les... Enfin, ça, cette chose-là, c'est vérifié dans plusieurs télécollaborations. Et voilà, donc il faut relativiser. Par exemple, Gut et Helm ont fait un livre sur la télécollaboration Web 2.0. Et je trouve parfois la tonalité des articles un peu trop optimiste par rapport au web social. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait de vrais interlocuteurs avec qui on puisse échanger, et les tuteurs sont évidemment bien plus disponibles que n'est le tout venant des internautes. Donc je terminerai mon exposé par en glosant un petit peu en essayant de faire un peu une synthèse de tous ces exemples que j'ai donnés. Donc le premier point important, c'est la question du destinataire. Il y a le destinataire réel, physique, donc s'il n'y a pas de publication, il n'y a pas de destinataire, mais il y a aussi le destinataire fantasmé, imaginé, voilà. Donc, alors que mes étudiantes de master s'attendaient à ce que le destinataire soit le web social, en quelque sorte, en fait, pour les étudiantes apprenantes de FLE, de Riga et de Nicosie, les destinataires, c'était, et ça se voit dans l'article qu'on a écrit Charlotte Dejean et moi-même, on voit très, très bien qu'en fait, le vrai destinataire, ce sont les tutrices, les étudiantes de master, donc. Ensuite, un deuxième point très important, et là je renvoie à l'exemple de Castello, il faut un accompagnement qui soit en adéquation avec le niveau des apprenants. Alors ça c'est banal, c'est quelque chose qu'on dit depuis toujours,
mais qu'on ne fait pas aussi souvent que ça finalement. Et donc là, il est bien évident qu'avec le public post-alpha, on n'aurait pas pu arriver à des choses comme on y est arrivé s'il n'y avait pas eu deux personnes jouant le rôle de tuteur, accompagnateur, qui soient présents donc pour 10 personnes. Par contre, il y a d'autres. Par contre, Hannah et Denoy n'avaient pas prévu d'accompagnement spécifique, si je me rappelle bien, parce que je n'ai pas relu cet article, mais, euh, mais elles disent dans leur conclusion qu'il faudrait justement préparer les étudiants à bien respecter les genres discursifs, les genres sociaux qu'on trouve sur le web. Voilà, donc on en arrive à un troisième point important. Donc, il y a des genres. Alors, dans un autre article écrit avec Thierry Soubrier, on disait que finalement, il y avait des sites qui étaient dans un genre très précis, alors que d'autres, comme Facebook par exemple, peut se prêter à des tas de genres différents. Facebook n'est finalement qu'une coquille dans laquelle il y a des messages. Et on peut trouver sur Facebook à peu près tous les genres possibles. Alors qu'il y a d'autres sites comme TripAdvisor, on reprend l'exemple de TripAdvisor, où il y a un genre bien précis. D'ailleurs, c'est modéré par TripAdvisor. Et si vous envoyez une critique de restaurant qui n'est pas dans ce que TripAdvisor estime être le genre, justement, ça ne sera pas publié. Il y a une modération a priori. Un point sur lequel insistent aussi pas mal de gens, et notamment Guth de Helm, dans le livre que je citais tout à l'heure, c'est la question de la littératie numérique. Reprenons notre public post-alpha, par exemple, hein, décrit par Castello. Euh, Elle avait noté un certain électronisme chez un bon nombre de ses élèves. Est-ce que apprendre à mettre des messages sur des forums du Parisien, à poser des questions sur Doctissimo, c'est ce qu'ont fait ces apprenants, est-ce que réussir d'abord déjà à se créer un login, un mot de passe et tout ça, est-ce que ce n'est pas des choses qui sont aujourd'hui pratiquement incontournables dans la vie sociale? Est-ce que c'est, je veux dire, donc viser cet objectif d'augmentation de la littératie numérique, à mon avis, est tout à fait logique dans une perspective actionnelle. Et enfin, dernier point important, c'est le scénario pédagogique, le lien entre la classe et ce qui est fait sur Internet. Là, on est sur une problématique un petit peu proche des dispositifs hybrides. Et je citerai pour terminer Thorne et Reinhardt, qui parlent Socket aussi d'ailleurs, parlent de bridging activities, c'est-à-dire d'activités qui permettent de faire le pont entre la classe et le web social. Donc, on en a vu. Si vous décortiquez les exemples que j'ai fournis, on voit bien qu'il y a certains cas où on a des bridging activities. Et Hannah et Denoy, dans la conclusion de leur article, ne nomment pas ça comme ça, mais disent qu'il faut rendre les étudiants conscients, etc. Donc, c'est aussi une forme d'activité passerelle entre la classe et le web social. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je pense avoir tenu le temps, oui. Et j'attends d'éventuelles questions. Oui, c'était très bien. Merci beaucoup, François Mongenot, pour votre intervention. Alors, nous allons prendre des questions en ligne et des questions de la salle à Besançon, au CLA. Les gens qui sont en ligne peuvent tout à fait poser leurs questions par chat. Nous avons 10 minutes de questions. Merci beaucoup, François, pour ta présentation. Alors, si tu permets, il y a une question que j'aimerais te poser par rapport aux tâches que tu as présentées. Dans les différents exemples, il s'avère que ce sont les enseignants ou enseignants-chercheurs qui
conçoivent les tâches proposées aux apprenants, Oui. en tout cas jusqu'à la diapo 26. Mhm. Et j'aimerais savoir si dans le cadre Sauf Anna et Denoy. vous avez exactement expérimenté sur des scénarios dans lesquels les tâches émaneraient, seraient conçues par les apprenants eux-mêmes. Et si vous êtes intéressé pour étudier la dynamique inhérente à de tels scénarios pédagogiques. Ce qui n'empêche pas un accompagnement. Hein. Donc Oui, j'aimerais savoir si ça, ce sont des dispositifs à l'étude pour vous. À l'étude, pour moi j'essaye de me baser sur les terrains où j'enseigne et donc du Master 2 notamment. C'est tout l'intérêt du cours est justement que les étudiants conçoivent des tâches. Donc voilà. Mais par contre, je peux citer d'autres auteurs qui, déjà Hannah et Denoy dans mon exemple là, elles ne donnent pas de tâches précises à faire aux étudiants. Elles leur disent, vous allez aller discuter sur les forums du monde. Donc déjà là, les étudiants doivent quand même se construire eux-mêmes un petit peu ce qu'ils vont faire sur ce forum. Il y a un exemple que je n'ai pas cité, c'est Socket, c'est un article dans Alsic, hein. C'est un Socket qui fait faire à des étudiants de Master 2 de didactique de l'anglais qui leur on m'entend toujours là parce que je vois le. Tout à fait, oui. Oui, d'accord. Donc, qui leur fait faire une espèce de portfolio, de journal de bord de ce qu'ils font, de ce qu'ils vont faire sur le web social en anglais. Donc ça serait un cas tel que vous l'évoquez, donc un cas où c'est les étudiants eux-mêmes qui doivent L'objectif est à la fois, dans le cas de Socket, de pratiquer l'anglais et en même temps de réfléchir au plan didactique. Mais effectivement, on peut très bien imaginer, mais il faut pour cela avoir des. Oui, il faut concevoir d'autres dispositifs où, où les tâches ne soient pas données, mais à construire par les apprenants. Mais je ne suis pas spécialement. Si, on en avait parlé un peu lors d'un colloque EPAL, on avait parlé du formel, du non formel et de l'informel. Voilà, on avait trouvé des exemples, notamment avec. Voilà, si les apprenants vont par exemple sur Bouzou ou des sites comme cela qui permettent l'échange des langues, il faut qu'ils se construisent des tâches, parce que les tâches qui sont dans le site même sont très banales et ne sont pas du tout des tâches actionnelles. Tout à fait. Alors, on peut prendre une question en ligne. Vous voyez le chat collectif, François. Vous Oui. pouvez peut-être monter, choisir une question en ligne. Je vois là une question qui est au milieu de mon écran. Est-ce que la production équivaut à un apprentissage? Bon, ça c'est une question de psycholinguistique, hein. Euh, c'est vrai que dans la méthodologie de recherche de mes doctorants ou moi-même, on utilise beaucoup les productions comme corpus, hein, mais on ne va jamais dire qu'une production prouve qu'il y a eu apprentissage. Parce qu'il faudrait se lancer à ce moment-là dans des analyses psycholinguistiques beaucoup plus fines avec input, intake, etc. Donc ça, c'est pas dans les méthodologies que j'utilise, mais c'est pas pour critiquer que je dis ça, c'est simplement on choisit les méthodologies qu'on préfère. J'ai lu récemment un article qui utilisait bien les. Ah ben non, c'est une thèse qui va être soutenue à Lyon, oui, à la fin du mois de novembre, où justement l'approche est psycholinguistique de Julie Vidal, donc une de ses approches théoriques est psycholinguistique et elle se demande à partir des feedbacks correctifs lesquels vont avoir un effet sur l'apprentissage. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Je vais Alors, regarder. une question en présentiel, Frédéric Pignon. Je regarde d'autres questions. François, Oui. Merci pour ta présentation, toujours Salut Frédéric. des questions, des réflexions. Alors moi, je voulais partager avec toi quelques réflexions en t'écoutant qui me viennent et puis avoir ton sentiment là-dessus. Notamment sur le fait que un des ressorts du net participatif, en fait, c'est la recherche de gratification en quelque sorte.
Et que ton intervention le montre finalement quand cette gratification à travers des alertes, des réactions, des likes, des partages et tout ça, ben, quand elle ne vient pas, il y a un effet un peu backwash qui arrive où l'étudiant finalement il est déçu. Il est... Donc au départ, ce qui semblait être quelque chose d'un peu motivant peut avoir un effet Oui. retour un peu délétère. Deuxième remarque, je te livre 4 remarques, puis après je te laisse répondre. L'autre, tu rappelais tout à l'heure qu'on avait dans un article en 2009 parlé de la plausibilité d'une tâche, et je crois toujours à ce concept. Mais finalement, en t'écoutant, je vois aussi que là, il y en a par exemple qui ont produit des choses qui n'ont pas finalement mis en ligne. Je pense qu'il y a un degré aussi d'engagement. Moi, en tant qu'enseignante, je me souviens d'avoir travaillé sur le web 2.0 au moment où ça commençait à vraiment bien émerger, et je me rendais compte que ceux qui avaient un vrai intérêt, par exemple, je me souviens d'un élève qui en anglais, donc, qui était particulièrement intéressé par les jeux vidéo et qui avait interagi de manière très soutenue dans un forum sur les jeux vidéo parce qu'il y avait un intérêt personnel. Oui. Or là, peut-être que voilà. Donc le degré d'engagement, pour moi, il vient aussi d'un intérêt personnel qui doit être peut-être une condition première. L'autre chose, c'est quand tu parles d'accompagnement. Du coup, là, quand on est dans un accompagnement aussi fort, parce que évidemment, c'est des étudiants ou des élèves qui en ont besoin, mais du coup, on est dans une double énonciation, c'est-à-dire que l'apprenant, il est à la fois, il produit pour son prof et puis il produit peut-être secondairement, peut-être. Donc la tâche réelle ou soi-disant réelle, elle est un petit peu dévoyée dans ce cas-là. Enfin, ne le crois-tu pas? Et ça fait écho en fait à ce qu'on fait nous au CLA, parce que ici, tout à l'heure, quand tu nous as fait lire ce que disait un des étudiants qui disait non, mais de toute façon, moi j'ai déjà interagi avec mon tuteur, donc voilà, l'interaction je l'ai eue. Nous ici, où on reçoit des étudiants étrangers toute l'année, finalement, on a des étudiants qui sont en milieu homoglotte, et donc peut-être que ces tâches d'une aide participative, web sociale, qu'on l'appelle comme on veut, ont moins d'intérêt finalement dans ce milieu où toutes les interactions humaines en direct peuvent surgir. Et enfin, quand tu parlais tout à l'heure des bridging activities, est-ce que finalement ce sont des tâches d'étayage? Parce qu'entre les tâches pédagogiques, les tâches cibles, et puis des tâches réelles, et puis finalement certaines des activités que tu as montrées étaient plutôt des tâches réelles, mais qui se rapprochaient dans leur implémentation à des tâches cibles plutôt. Est-ce qu'on parle du coup de tâches d'étayage? Enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais comme ça? Voilà, en vrac. Je vais prendre à l'envers. Je crois que je vais pouvoir répondre à la dernière et à l'avant-dernière, mais je ne pourrais pas répondre à toutes tes questions. Ça serait beaucoup trop long. Sur l'étayage, oui, l'étayage serait pour moi une forme de bridging activity, mais ce n'est pas la seule. Les bridging activities, par exemple, c'est ce qu'on fait dans le premier exemple avec TripAdvisor, c'est ce qu'ont fait les étudiantes en proposant déjà d'analyser des critiques existantes, de regarder comment elles sont structurées. Elles avaient fait aussi un remue-ménage sur le lexique de la critique gastronomique. Donc tout ça, c'est des étayages qui peuvent avoir lieu à différents moments de la tâche. Par contre, sur la question de l'engagement et de la plausibilité, en fait, on voit dans le corpus de Castello, on voit bien qu'il y a des gens même qui expriment leur opinion politique. Par exemple, il y a eu des flics qui ont été, on trouve un article qu'ils avaient commenté où des policiers avaient été tabassés par des jeunes et où les apprenants de Mac Castello ont exprimé leur opinion, ont dit non, il faut pas faire ça, les policiers sont là pour nous défendre, etc. Donc il y avait pour la télécollaboration, dans le cadre de la télécollaboration, c'est sûr qu'il y a une espèce de double énonciation et qu'en fait, ce qui prévaut, c'est le rapport avec les tuteurs, parce qu'il est beaucoup plus régulier, il est beaucoup plus sûr, et c'est vrai que quand on prévoit une publication ou encore pire, une interaction en ligne, c'est vrai qu'il y a toujours une prise de risque, hein, on fait quelque chose, on s'attend à des réactions, et puis on n'en a pas, et donc on est déçu.
Là, en fait, dans l'exemple que j'ai donné avec les étudiants de Master FLE, c'est pas les apprenants qui étaient déçus finalement de ne pas avoir communiqué sur le net, parce que pour eux, ça leur suffisait d'avoir les tutrices françaises, en fait, mais c'est les tutrices françaises qui étaient étonnées du fait que leur tâche n'ait pas donné lieu à ce à quoi elles s'attendaient. Voilà, je vais pas être plus long parce que s'il y a peut-être le temps de prendre encore une question, mais je sais pas. C'est pas. Alors, Sophie. une question en ligne. On voit Lille et le CNAM de Paris, l'Université de Lille, Martin Eisenbeis et Oui. Aude Abetoul. Alors attends. On a encore 4 minutes avant la pause. D'accord. Alors Martine Eisenbeis, c'est ça? Oui, Quelle, tout à fait. quelle pertinence d'envoyer nos apprenants sur le web social quand on se trouve. Ah oui, ben c'est ça, voilà, ça c'est aussi une des questions que tu viens de poser, Frédéric. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord hein, que le web social présente beaucoup moins d'intérêt pour les apprenants qui sont en milieu homoglotte. Hein. Et ça, on le voit dans la thèse d'Edna Castello, parce que dans un premier temps, Edna Castello avait pris comme public à observer des étudiants de l'Alliance française de Paris. Et donc, elle avait fait faire des tâches web de zéro aux étudiants de l'Alliance française, ou fait faire par le prof, et elle avait observé. Et effectivement, il n'y avait pas du tout d'engagement. Il n'y avait pas du tout chez ce public-là. Et au contraire, un engagement très fort chez le public post-alpha. Et on voit bien pourquoi, parce que le public post-alpha, ils sont certes en milieu homoglotte, mais le français écrit n'est pas une langue maternelle pour eux, n'est même pas une langue. Oui, enfin voilà, ils ont. C'est ce que je disais dans ma thèse, que le français écrit est parfois une langue étrangère pour pas mal de Français en fait. Donc je suis absolument d'accord. Et on avait l'année dernière, ou il y a 2 ans, au QF, une étudiante colombienne, Monica Davila, oui, avait fait une expérience justement d'aller recueillir des données numériques dans la ville de Grenoble, d'aller interroger un pharmacien, d'aller interroger différentes personnes sur différents aspects, pour ensuite en faire un produit multimédia. Je ne me rappelle plus sous quelle forme, si c'était VoiceThread ou. Non, enfin, on avait la démarche contraire d'aller recueillir des, des données authentiques en milieu homoglotte pour ensuite en faire un objet qui pouvait avoir comme destinataire des étudiants se préparant à venir en France ou des choses comme ça. Effectivement, donc le web social a surtout de l'intérêt en milieu hétéroglotte puisqu'il permet d'avoir dans l'idéal une sorte d'immersion en français. Très bien. Merci beaucoup, François Mongenot. Alors, je reprends.